La photo qui illustre cette capsule provient d'une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques temps. C'est une vidéo qui a été tournée en Écosse et qui représente une altercation entre une bande de gamines de pré-ados, 12-13 ans, et visiblement un groupe de migrants qui s'en prennent à elles et qui les agressent, on va dire, sexuellement. Alors la vidéo a été tournée par un homme qui, vu l'accent, provient du sud profond, si vous voyez ce que je veux dire, et qui invective la gamine à un moment donné en lui disant « vas-y, sors tes armes ». Alors, il faut voir également, parce que j'ai visionné cette vidéo, que cette jeune fille, à un moment donné, leur dit à ces gens « laissez-nous tranquilles, laissez ma sœur tranquille, elle n'a que 12 ans ». Voilà. Et évidemment, l'autre la provoque pour qu'elle puisse sortir ses armes. Comme ça, il va effectivement filmer la scène en disant « vous voyez, je me fais agresser ». L'épilogue, parce qu'il y en a un, c'est l'intervention évidemment de la police locale qui va embarquer la jeune fille, bien évidemment, puisqu'on ne peut pas non plus se promener avec des armes blanches comme ça. Vous rendez-vous compte, il y a un énorme couteau de boucher et une hachette pour menacer et éventuellement agresser des adultes, qui plus est des hommes en plus, en face, qui se promenaient là et qui ne demandaient rien à personne. Bon, ils ont peut-être éventuellement juste sifflé, peut-être touché également une jeune fille, une petite fille de 12 ans. Mais bon, ça, c'est un point de détail, comme dirait l'autre. Et c'est pas comme s'il y avait eu des précédents déjà dans ces pays, et notamment en Angleterre. Je rappelle qu'il y a quelques mois, il me semble, voire l'année dernière, il y a une énorme affaire de pédophilie qui est sortie, où en Angleterre, plus de 80 villes seraient touchées par le phénomène, en fait, des groupes de Pakistanais qui séquestraient des gamines, des Anglaises de souche, et qui les auraient violées. Alors à une échelle un peu stratosphérique, puisqu'on parle de milliers d'enfants qui, sur plusieurs années, auraient souffert de ces sévices par des groupes de Pakistanais qui n'auraient pas du tout été inquiétés par la justice, puisque tout ça aurait été plus ou moins couvert par les polices locales. Évidemment, jusqu'au plus haut niveau, puisqu'il semblerait même que le Premier ministre actuel, Starmer, est trempé dans l'affaire. Alors pourquoi ? Eh bien, on peut donner un début d'explication. Il ne faudrait pas, dans un premier temps, que la population soit prise d'un sentiment d'insécurité tout à fait injustifié, on est bien d'accord, et en plus développe un racisme primaire qui entraînerait des mouvements, on va dire, de population, et puis des révoltes, enfin des choses comme ça. Le problème, c'est qu'on peut toujours mettre, évidemment, une cocotte minute sur le bousin, ça ne va pas empêcher l'eau de bouillir à l'intérieur. Et à un moment donné, ça risque évidemment de faire remuer toute la casserole et de faire sortir le surplus de vapeur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, le problème, c'est que cette photo commence à faire le tour des réseaux et cette gamine, eh bien, a le potentiel quelque part de cristalliser autour de cette image-là tout un ensemble de rancœur, de haine, ce qui peut entraîner évidemment beaucoup de choses par la suite. Et on va voir les tenants et les aboutissants de tout ça. Alors, comme je le dis, c'est une vidéo, c'est une situation qui entraîne tout un flot de questions. Alors voilà, parce que il faut évidemment, vous me connaissez, je ne vais pas rester à un premier niveau et qui plus est émotionnel d'analyse. Il faut quand même voir un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça. Dans un premier temps, il faut toujours poser le tableau en se disant il y a un jeu de responsabilité, bien évidemment. Comment une gamine de 12 ans, 13 ans, en vient à se promener avec des armes, et puis pas des petites, si vous voyez ce que je veux dire, là on a un couteau de boucher, un couteau de Rambo, enfin je veux dire par rapport à la taille de la gamine, c'est pas un couteau suisse. Une hachette également, donc il y en a deux, je veux dire, elle ne compte pas que sur une chose, on est loin du petit spray au poivre, machin, donc elle se promène avec des armes comme ça, pour assurer sa propre sécurité, ce qui veut dire que c'est pas la première fois qu'elle a été embêtée, on va dire, par les mêmes, a priori, puisque quand vous vous armez comme ça à l'intérieur d'une zone, c'est que vous êtes potentiellement en situation de danger, et que ce n'est pas la première fois que ça se produit, et que vous avez identifié en face la source du danger. Donc on a compris, on a vu le tableau,
agression sexuelle par un groupe de personnes qui sont visiblement d'origine étrangère et qui n'en sont pas à leur coup d'essai. Voilà. Alors la question que je me pose, c'est comment on en est arrivé là? Comment on a pu laisser se développer une telle situation? Et là, je parle au premier niveau de responsabilité, c'est-à-dire laisser se promener des gamines avec des armes pour pouvoir assurer potentiellement leur propre sécurité. Je dis bien potentiellement parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des armes pour pouvoir effectivement se défendre efficacement. On a affaire à une gamine qui a 13 ans, potentiellement face à un groupe d'hommes, hein, qui, on va dire, sont un peu plus... déjà, ils sont en nombre. Ensuite, ils sont un peu plus développés physiquement. Ce sont des hommes. Et en troisième lieu, probablement qu'ils viennent de zones où, on va dire, c'est un petit peu moins policé, soi-disant, et la culture est différente. En plus, hein, quand vous venez d'une zone de guerre avec une culture différente, et que vous arrivez dans un pays de l'Europe de l'Ouest avec des lois, des machins, etc., et des cultures, effectivement, qui sont des cultures occidentales qui ne reposent pas sur les mêmes bases, il y a ce qu'on appelle un petit choc culturel. Donc, comment on a laissé se développer ça? Comment on a laissé cette gamine, et quand je dis ça, c'est pas effectivement juste dans son cas particulier, c'est en général. C'est en général. Est-ce qu'elle n'a pas un papa? Est-ce qu'elle n'a pas un oncle, des cousins, des frères peut-être pour la protéger, elle? Je ne comprends pas que, en tant qu'homme, tout simplement, on fasse fi de son devoir de protection. Quand on est un papa, on protège ses enfants. A fortiori, on protège sa fille lorsqu'il y a en plus une telle menace qui pèse sur son dos. Alors quand je vois cet exemple écossais, eh bien ça me fait penser effectivement à ces milliers de gamines en Angleterre. On est dans le même cas de figure. Il n'y a pas eu de protection derrière. Là, je ne parle pas de la loi, hein. Je parle du premier niveau de responsabilité, du niveau familial, de la cellule familiale, tout simplement. On doit protéger ses enfants. La loi, les us et coutumes, la culture, etc., ça vient dans un autre registre, à un autre niveau de responsabilité. Moi, je parle du premier niveau de responsabilité, le niveau de base, la protection de sa progéniture. Et donc, je me pose la question, comment on est arrivé, depuis des dizaines d'années, à une telle situation où on laisse effectivement nos enfants se promener armés dans la rue pour, évidemment, en cas de souci, pouvoir se défendre, entre guillemets, hein. Voilà, on est dans une défense un peu aléatoire. Ceci étant dit, on voit bien dans le regard de cette gamine à la fois toute la détresse de la situation, mettez-vous à sa place, 2 minutes, et en même temps la détermination. Elle est déterminée elle-même à protéger sa sœur de 12 ans. Elle le rappelle, ma sœur n'a que 12 ans, laissez-la tranquille. Que font les hommes? Où sont-ils? C'est la question que je me pose. Alors cette question, comme dirait l'autre, elle est vite répondue, puisque depuis des dizaines d'années, il y a toute une ingénierie sociale qui s'est mise en place, qui repose sur différents paramètres, hein, qui a abouti à faire en sorte que les mecs en zone occidentale soient totalement écouillés. Eh bien, ça fonctionne, ça a fonctionné. Alors moi, dans ces vidéos, je ne suis pas là pour donner, entre guillemets, des consignes. Je suis là pour faire réfléchir et pour, effectivement, engendrer une introspection auprès de mes auditeurs en se disant « mais moi, dans cette situation, qu'est-ce que je fais ?» Alors c'est intéressant. C'est intéressant parce que ma vision, entre guillemets, d'historien, avec, on va dire, un temps plus ou moins long hein, de l'histoire, à mon âge et les personnes que j'ai côtoyées, à travers différentes générations, je vois bien le glissement progressif de nos sociétés. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père, qui est revenu, qui a traversé l'Allemagne après avoir été libéré en 1945, a rendu service à un ami. Sa fille avait été embarquée et visiblement, elle était quand même bien partie pour servir de chair fraîche dans ce que l'on a appelé la traite des Blanches.
mon grand-père est allé la récupérer à Marseille. Alors, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, mais connaissant l'énergumène, je pense que ça a dû faire de la poussière. Parce qu'il n'y est pas allé gentiment en disant « Rendez-moi la jeune fille, c'est pas bien ce que vous faites ». Non, je pense qu'il y est allé équipé, qu'il a remonté la piste, qu'il est allé là où il savait qu'il se passait des choses, puisque il a été stationné pendant la guerre dans le sud, il a fait du marché noir également, donc Marseille il connaît bien, il avait déjà failli se faire égorger là-bas justement en faisant du marché noir. Hein, un de son supérieur à un moment donné qui avait appris l'histoire, il lui avait filé un gun en lui disant hein, si vous y allez, faites attention quand même. Bon, ça lui a servi ce jour-là, sinon il n'aurait pas, effectivement, il n'aurait pas mis au monde ma mère et je ne serais pas là aujourd'hui à vous raconter toutes ces histoires. N'empêche qu'après la Seconde Guerre mondiale, il allait récupérer cette gamine. Voilà, donc là on avait affaire à une génération de bonhommes, encore. Quand je vois mon père, génération boomer, alors génération boomer, certes, aujourd'hui on voit bien ce qui se passe. Hein. En France, on essaye de monter, comme toujours, les gens les uns contre les autres en disant bah oui, tous les boomers sont des connards, machin, etc. Mon père a travaillé dans l'industrie, en Lorraine, c'est-à-dire, vous savez, c'est les aciers, les aciéries, hein, dans l'aciérie de Pompée, etc. La Lorraine, c'était un bassin industriel imposant à une certaine époque. Ça veut dire des gens qui travaillent dur, au contact de la fonte, au contact de l'acier brûlant, au contact de la matière, vraiment, et qui, évidemment, se sont positionnés tout au long de l'histoire, tout au long de leur histoire professionnelle, de façon assez ferme, on va dire, pour défendre leurs intérêts. Donc c'est pas des gratte-papier, c'était pas des gratte-papier qui travaillaient dans le tertiaire comme on voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, on assiste à une situation où les gens se laissent marcher sur la tronche. Ils se laissent marcher dessus par effectivement des gugus en face qui n'ont pas la même culture et qui fonctionnent, on va dire, hein, plus ou moins en plus de ça à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils connaissent le rapport de force, ils se laissent faire, et ensuite ils se laissent faire par la loi qui est évidemment du côté de ces gens-là, pour tout un tas de raisons dont on va essayer de détricoter un petit peu le jeu juste après. Et au milieu, il y a des gamines. Il y a des gamines, il y a vos enfants qui se font maltraiter, et pour certaines, dans des conditions qui sont vraiment pas reluisantes, qui sont plutôt hardcore. Voilà. Donc, effectivement, moi, je me pose la question. Alors, on va dire, bah oui, mais nous, on n'est pas en Angleterre, mes enfants, je les protège, etc. Faisons un petit retour en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Coco Circus ? Vous avez la majeure partie de la population qui s'est couchée. Qui s'est couchée grâce à un joli narratif qui lui a été servi sur un plateau d'argent en disant vas-y, soumets-toi, obéis, tout ce qu'on te demande de faire, bon, on t'aide un petit peu à te forcer un petit peu le bras quand même, hein, parce que quand tu vas sentir l'articulation qui sort de la capsule, hein, tu vas sentir un petit peu de douleur, oh, attention, tu peux perdre ton boulot, tu peux perdre ta maison, etc. Tu vas vite te soumettre. Mais au milieu, il y avait les enfants. Alors, il y avait les vieux également. Hein. Ceux-là, on les a crevés, on les a laissés crever en EHPAD, peut-être, hein, coup de Rivotril. Bon, il y avait les enfants aussi. Il y avait l'avenir des enfants, la santé potentielle des enfants. Non, soumets-toi. Voilà, ça veut dire, prends le produit magique, et puis, éventuellement, bah, ça va hypothéquer l'avenir de ton môme. Ceci est un point de détail. Soumets-toi. Alors, il y a beaucoup de gens qui... alors, il y avait ceux qui y croyaient à fond, hein, parce qu'on instrumentalise bien la peur dans le système des crises, c'est bien pratique, et puis il y a ceux qui ont... qui se sont accaparés le narratif, bien volontiers, puisqu'on leur servait sur un plateau d'argent un narratif qui les valorisait. Bah oui, je sauve papy-mamie, je fais preuve de patriotisme. Bah ouais, mais au milieu, il y avait quand même les mômes. On a injecté des gamins qui n'en avaient pas besoin avec un produit expérimental qui potentiellement allait, détruire leur santé. Ah, certains s'en sont mordus les doigts, hein, juste derrière. Et... certains ne sont plus là pour témoigner maintenant. Voilà, ça c'est le résultat des courses. Donc vous voyez qu'au final, la première couche de responsabilité, c'est celle-ci. C'est le premier rempart vis-à-vis des enfants. Le premier rempart, eh bien, c'est les parents. Et puis, il y a le mec derrière. Je suis désolé, c'est une vision peut-être un peu patriarcale, mais ceci dit, je m'adresse quand même aux guerriers, mais aussi aux guerrières.
Et dans ce cas-là, normalement, les femmes sont beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus armées d'un point de vue de l'agnac pour défendre leur progéniture. Comment on en est arrivé aujourd'hui, dans notre monde moderne, occidental, à une situation où les parents ne font plus office de première ligne de défense vis-à-vis de leurs enfants? C'est pas possible, ça. Il y a un gros problème. Alors, voilà. Aujourd'hui, évidemment, on est dans une polarisation totale. C'est, comme je le dis, cette gamine va être plus ou moins réutilisée parce que derrière, eh bien, il y a une grogne populaire. Certains vont se dire non, ça suffit, il y en a marre. Voilà, on n'est pas protégé. Le gouvernement ne nous protège pas. Tiens, oh surprise. Et voilà, on va faire des ratonnades. Hein, voilà, donc lançons-nous dans une bonne guerre horizontale. Niveau 0, effectivement, de la réflexion. Si vous aviez assuré déjà votre première ligne de défense, on n'en arriverait pas, on n'en serait pas arrivé là. Hein. Alors, bien évidemment, tout ça, c'est lié à l'instrumentalisation de la peur. Hein. On fait en sorte que les mecs ne soient plus des mecs, on leur tape sur le coin du nez en leur disant « Attention, la loi, machin, etc. Hein. » Et puis, tout le monde se tasse parce qu'on a peur. « Ah oui, je vais perdre mon boulot, socialement, je ne vais plus être intégré. » Il y a un niveau de douleur que beaucoup ne sont même plus capables de supporter. Oh, si je ne me fais pas injecter le produit magique, je ne vais pas pouvoir aller en terrasse déguster mon petit café à 5 €. Merde! Waouh! Le niveau de tolérance à la souffrance, waouh! Magnifique! Bah oui, mais là, c'est la même chose en fait. Hein. Vous ne pouvez pas assurer la défense de vos propres enfants parce que sinon, on vous envoie la police ou les gendarmes. Hein. Oh, j'ai peur! Oh, j'ai peur! Non mais, on en est où? Hein? Parce que, bien évidemment, il faut voir, quand on regarde l'Angleterre, la police locale qui couvre ces histoires de viol, eh bien, évidemment, elle va rentrer en opposition à la population locale, à des papas qui vont dire « Oui, mais il y a ma fille au milieu, machin. » Non, tais-toi. Nous, on a des ordres, c'est comme ça que ça doit se passer. Alors là, je pose la question. Moi, encore une fois, je ne donne pas mon avis là-dessus. Hein. Vous comprenez bien, on est dans un système aujourd'hui où la censure est totale. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à comment on présente les choses. Donc, moi, je ne fais que poser sur la table des réflexions pour justement nourrir votre propre réflexion personnelle. Moi, toutes ces questions, je me les suis posées également et j'y ai répondu. Hein. Non, je ne vous dirai pas. Mais à vous de vous poser la question. Et la question, c'est celle-ci. Vous avez votre morale personnelle, ce qu'on appelle l'éthique aujourd'hui, hein, qui entre en opposition à un moment donné, à un instant T, à la loi. Ah, qu'est-ce qui va prendre le dessus? Est-ce que c'est votre morale personnelle ou est-ce que c'est la loi? C'est-à-dire, est-ce que j'obéis à la loi? Alors attention, il y a une notion très importante dont il faut parler, dont il faut se rappeler. La loi est dissociée de la notion de justice. La justice, c'est une notion personnelle. La loi, c'est un ensemble de règlements qui sont mis en place par, effectivement, ceux qui tiennent le pouvoir pour tenir dans l'enclos le bétail. Grosso modo, faire en sorte que ça se passe plus ou moins bien, que les gens continuent de produire, fassent pas trop de vagues pour nourrir le système. Voilà. Il n'y a pas de corrélation directe, alors qu'il devrait y en avoir une normalement. Mais la morale, c'est un truc fluctuant à travers l'histoire et les cultures. Hein. Il y a des pratiques qui sont possibles dans certaines zones, même encore aujourd'hui, hein, au XXIe siècle, on peut se marier avec une gamine de 9 ans dans certaines zones. En Occident, ça ne se fait plus depuis des siècles, mais ça l'a été. Hein, ça a été au Moyen-Âge, on pouvait se marier. Je rappelle que la mère de François Ier, à 12 ans, s'inquiétait de ne pas donner un descendant à la France. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de pointer du doigt les autres parce qu'on est mieux que ceci. Non, 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 non. Il n'y a pas de jugement de valeur. Il faut juste reconnaître que la morale, c'est un truc fluctuant à travers l'histoire. Donc c'est pour ça que moi, je procède différemment. Je dis, bah, faites un retour sur vous et dites-vous quelle est ma morale par rapport à vous la confronter aux règles, à la justice du moment, parce que tout ça évolue aussi. Et si ça entre en conflit, quelle décision je prends? Est-ce que je me soumets à la loi ou est-ce que je suis ma morale personnelle? Hein? On peut aller un peu plus loin dans la réflexion. Si la loi me dit arrête de respirer pour sauver la planète, par exemple, est-ce que je vais me laisser mourir? C'est intéressant.
si on regarde un petit peu ce qui s'est passé pendant le Coco Circus, on a 80% de la population dans certaines zones qui se seraient laissés mourir, hein, à mon sens, puisque si on suit cette logique. Mais c'est exactement valable pour des choses aussi fondamentales que la protection de ses enfants. Donc c'est intéressant de répondre à cette question, puisque là on est au premier niveau de responsabilité. Maintenant on va attaquer le second niveau. Ah, pourquoi on en est là? Parce que si effectivement aujourd'hui on est dans une situation dans les pays occidentaux où on a un problème, et pas qu'un peu, avec une immigration incontrôlée qui ne s'est pas du tout intégrée aux valeurs et à la culture locale, c'est que c'est voulu, hein. Les gens n'arrivent pas comme ça, on leur facilite l'installation, enfin l'arrivée, l'installation, c'est voulu. Donc c'est voulu à plus haut niveau. Alors on va dire, on parle de crise sociétale, mais c'est une crise. Tout ce qui est crise, et là on peut les lister, ce sont des événements qui sont pour la plupart du temps orchestrés et plus vraisemblablement instrumentalisés pour un objectif qui est censé dépasser le cadre de la réflexion du Pékin moyen. Voilà. En clair, on fait tous partie d'un troupeau, et il y a des bergers au-dessus qui, eux, ont décidé de nous emmener dans une direction, et certains sont un peu récalcitrants à y aller, donc on ne va pas leur dire tout à fait comment on va y aller, ni où on va. Hein, mais en tout cas, on y va. Et quand je dis on y va, il suffit d'observer les tendances lourdes pour se rendre compte, effectivement, de la destination finale. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une crise? Un truc qui est orchestré, qui est instrumentalisé, qui est destiné à générer une réaction en face, c'est-à-dire une réaction émotionnelle, par exemple, une crise migratoire, il y a des gens qui descendent dans la rue, qui disent on en a marre, les musulmans, machin, les jaunes, les verts, les gris, c'est plus possible, j'ai eu des problèmes, voilà, machin, etc. Ah, ceux qui ont organisé la crise se disent ah bah oui, c'est vrai, tiens, il y a un problème. Mais attendez, on a une solution. Et puis la solution, derrière, elle n'est jamais en votre faveur. Hein, parce qu'on va vous présenter un truc bien packagé, bien emballé, bien marketé, et on va vous dire, ah bah c'est ça qu'il faut faire. Et les gens se disent, ah ouais, bon, allez, d'accord. Parce qu'enfin, il faut quand même trouver une solution, donc on est d'accord. Puis après, ils se rendent compte qu'on leur a mis la carotte. Ah oui, mais c'est toujours ça. Hein. Alors on peut lister les crises, hein. Les crises financières. Même système. Oh, il y a un truc qui nous tombe dessus. Non, ça ne nous tombe pas dessus. C'est orchestré en règle générale. Et une bonne crise, c'est un truc qui est instrumentalisé, qui est l'occasion d'un transfert de richesse, mais pas pour vous. Hein, voilà, exactement. Ou de rebooter un système. Les pandémies. Oh, bah on a eu une démonstration magistrale pendant la dernière. Hein, la pandémie. Voilà, ça c'était aussi un truc qui est caractéristique. Et en plus, le Coco Circus, ça a été mondial. Alors là, on s'est dit, waouh, effectivement, on a des instances supranationales qui ont un réel pouvoir. Parce qu'avant, on en parlait comme ça, on se disait que c'était un truc de conspirationniste. Non, là, on s'est quand même rendu compte qu'ils arrivent quand même bien à tout gérer en même temps, à se coordonner et à mettre en place tout un tas de mesures très rapidement pour juguler et mettre en cage toute la population. Hein. Les trafics de drogue, alors là, c'est beaucoup plus lent, ça marche pas. Les problèmes liés à la pédophilie, ah bah là, les réseaux, c'est compliqué, hein, c'est endémique, ça traîne. Puis alors, on nous a sorti un produit magique là en 3 semaines. Et pour d'autres maladies, ah ben non, c'est qu'on ne trouve pas, hein, c'est compliqué. Donc voilà, donc on se fout de nous, on se fout littéralement de nous. Pourquoi? Parce que c'est effectivement une crise qui est orchestrée, instrumentalisée pour des objectifs qui ne sont pas ceux qui sont étalés à la vue de tout le monde à la base. Donc on a le Coco Circus, les crises financières, comme j'ai dit, les guerres. Les guerres aussi, ça c'est magique, hein, parce que quand on étudie la Première Guerre mondiale et la Seconde, on voit bien effectivement tout le jeu qui s'est mis en place et tout ce qui aboutit ensuite. Pareil, orchestration, instrumentalisation, et celles qui sont en train de nous pousser pour la prochaine, avec le bloc eurasiatique, elle ne va pas être piquée des verres non plus. Hein. Donc j'ai déjà détaillé tout ça par rapport à la monnaie et à la finance. Il faut toujours regarder où va le pognon, comment fonctionne le pognon, pour comprendre ensuite, en descendant à la base de la pyramide, tout ce qui nous arrive. Voilà.
Les crises migratoires, pareil. Donc le problème de cette gamine s'inscrit exactement dans ce système de crise qui est organisé, problème, solution proposée, et on n'aboutit pas au truc qui était visé. Mince. Alors, quel est justement les tenants et les aboutissants de la crise migratoire et de l'importation massive de gens qui n'ont pas la même culture que nous et qui créent potentiellement des problèmes? C'est toujours la même chose. Regardez ce qui se passe en France aujourd'hui entre les générations. On ne fait qu'opposer les gens. Il y avait les vax, les anti-vax. Aujourd'hui, il y a ceux qui galèrent et qui doivent payer la dette des boomers. Donc les enfants et les petits-enfants des boomers contre les boomers. Donc on est toujours dans une guerre horizontale. Hein, voilà. Mais qui orchestre tout ça? Qui effectivement, les Mozart de la finance qui créent et qui creusent un peu plus les dettes, etc., eux ne sont pas inquiétés. Hein. Qui dépensent un pognon de dingue en fonctionnement avec des fonctionnaires qui ne servent manifestement à pas grand-chose, hein. On pourrait commencer par faire des économies à ce niveau-là, mais non, s'il y a un point de détail, hein, comme toujours. Donc, guerre horizontale. La crise des migrants, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Un tas de choses. Alors, elle permet déjà de déstabiliser l'identité nationale des pays qui sont concernés. Elle permet de dissoudre les valeurs traditionnelles. Alors, il n'y a pas que ça, hein, ça va avec effectivement la destruction de la famille, la haine qu'on organise entre les hommes et les femmes. Voilà, tout ça est largement documenté, largement tricoté et orchestré, et ça permet de déstabiliser effectivement les zones. Alors, il y aura des réticences. Voilà, aujourd'hui, par exemple, il peut y avoir un problème avec cette gamine qui devient un symbole en Angleterre. Il y aura peut-être des manifestations un peu violentes, des ratonnades, etc. Qu'est-ce que va faire le gouvernement à ce moment-là? Il va dire, attendez, on a la solution. La mise en place de l'identité numérique, comme ça on va pouvoir tracer tous ces gens qui arrivent sur nos territoires. On ne peut pas fermer les frontières, hein, ils arrivent comme ça, voilà. Mais on va les tracer. Comme ça, eh bien, on saura s'il y a un problème et on pourra prévenir les problèmes. Voilà. Les gens vont dire, oui, c'est pas mal comme situation. Oui, le problème, c'est que vous allez vous-même devoir accepter cette fameuse identité numérique et vous allez être vous-même tracé. Hein. C'est la même chose. Reprenez la logique exposée ici et vous la replacez avec ces histoires de caméras que l'on trouve partout maintenant. On appelle ça de la vidéo protection. Mais en réalité, c'est de la vidéo surveillance. Hein. Ça ne protège de rien du tout. Voilà. C'est pas parce que vous êtes dans un village maintenant en France où à 11 h, eh bien, tous les feux sont éteints parce qu'il faut faire des économies. Je suis dans un pays du tiers-monde, entre guillemets, européen, en Bulgarie, on a de la lumière partout, toute la nuit. Hein. Voilà. Mais non, au Frankistan, il faut éteindre, il faut faire des économies. Voilà, donc les rues sont sombres, mais vous avez quand même des caméras, machin. Moi, j'ai un copain qui était pompier à haut niveau, qui me disait, bah oui, mais ces caméras, il savait très bien qu'elles étaient dirigées contre eux. Hein. Il avait un pote à lui qui avait une altercation une fois avec une bande de loulous. C'est lui qui a été emmerdé, parce qu'on a retrouvé les bandes, etc. On lui a dit, oui, mais machin, les autres n'ont rien eu. Donc, effectivement, c'est de la vidéo-surveillance, et c'est pas pour votre bien. Si vous pensez qu'une caméra va vous protéger de quoi que ce soit, si vous faites tomber dessus par une bande la nuit, dans une ruelle sombre, on se fourre le doigt dans l'œil, mais alors jusqu'à l'omoplate. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est le plan d'ensemble. Voilà. Le plan d'ensemble, comme je l'ai dit, la crise migratoire fait partie d'un ensemble de ressources techniques, on va dire, qui permettent de mettre en place un agenda et d'aboutir à un objectif. Voilà. La recette étant toujours la même, orchestration, organisation ou instrumentalisation de la dite crise, financière, guerre, pandémie, crise migratoire. Mais il n'y a pas que ça, hein. L'idée, c'est vraiment de déstabiliser les nations pour pouvoir mieux les contrôler. Hein. Quand les mecs ne se sentent plus des mecs, quand les femmes s'opposent aux mecs
et qu'effectivement, eh bien, on fait comme avec, comme vous savez, c'est le conditionnement de Pavlov. Hein. On vous met une petite tape sur la tête à chaque fois que vous auriez des velléités de faire ressortir un petit peu la testo. Comme ça, bah, vous vous habituez à vous soumettre. Puis pour les trucs importants, bah, vous n'êtes plus au rendez-vous. Eh ouais, c'est ça. Donc vous n'assurez plus votre rôle naturel de protection. On a compris comment ça fonctionnait. Et donc, toutes ces crises-là servent un plan d'ensemble et global. Mais quel est donc ce plan d'ensemble global? Alors là, on va rentrer dans la science-fiction. Waouh! Moi, je n'ai pas, effectivement, je ne fais que regarder les tendances lourdes, observer d'un point de vue mondial ce qui se passe, et me dire vers quoi on peut aller. Imaginez un monde, faites un effort d'imagination. Imaginez un monde. Alors, il y aura des zones différentes. Hein. Pareil, on vous amuse avec l'opposition Eurasie-Occident. Imaginez un monde gouverné et géré par l'intelligence artificielle, autour de laquelle s'organise une toile d'araignée de contrôle total des individus par l'intermédiaire de la monnaie centralisée de banques numériques, la CBDC, par l'intermédiaire de l'identité numérique et le passeport numérique où on a tout dessus, voilà, ça. Par l'intermédiaire également du crédit social. Et qu'est-ce que l'on obtient? La prison parfaite pour l'esclave moderne 2.0. Alors, vous allez me dire, on est déjà, enfin ceux qui ont effectivement démonté un petit peu le système, on est déjà des esclaves. Oui, on est des esclaves, rassurez-vous, à partir du moment où on vient au monde dans cette matrice violente, on nourrit la matrice hein, par nos émotions, par notre travail, et on paye même après notre mort. Hein. Moi, j'ai malheureusement dans ma famille eu plusieurs décès. On vous rappelle encore, même 6 mois, 1 an après, que la taxe foncière de machin, la taxe de ceci, cela. Bref. Donc, on nourrit la matrice. On la nourrit, on est du carburant pour la machine, tout simplement. Mais là, on est dans un monde où l'homme, parce qu'on n'a pas abordé la thématique du transhumanisme, l'homme, évidemment, serait connecté à tout ça. Donc, on vivrait dans des villes, des smart cities, entre guillemets, des villes de 15 minutes, où vous avez accès à tout un tas, alors on est regroupé, hein, évidemment, parce que quand on est bien regroupé, on est beaucoup plus facilement contrôlable. Et on a accès au bonheur hein, du Truman Show de la société moderne où on a accès à tous les services possibles à partir du moment où on se soumet, bien évidemment. Alors on a des petits implants neuronaux, c'est de la science-fiction. Hein. Faites un tour chez Neuralink du côté d'Elon Musk, hein. C'est déjà dans les tuyaux, ça fonctionne très bien. On vous met des petits implants dans la tête et puis vous êtes capable de commander tout un tas de trucs. Hein. Implants. Avec ces implants, vous contrôlez tous les paramètres de votre vie quotidienne, mais tout est connecté par l'IA, dans un énorme ordinateur central. Derrière, vous avez accès évidemment aux hôpitaux, aux transports, machin, mais il suffit de scanner, on vous reconnaît d'un point de vue biométrique. Vous n'avez plus besoin ni de carte bancaire, de smartphone, de machin, etc. C'est pratique, c'est génial, c'est pratique. Et puis, vous payez de la même façon. Alors, derrière, il y a quand même le crédit social, parce qu'il y aura les bons citoyens et les mauvais citoyens. Moi, je suis déjà dans les mauvais citoyens. Pourquoi? Parce que je réfléchis, parce que je m'oppose à certaines choses, parce que je fais valoir mes prérogatives d'humain spirituel, c'est-à-dire pensant, c'est-à-dire inscrit dans une énergie globale qui dépasse le cadre de la petite humanité qui se débat. Voilà. Et donc, je ne ferai pas partie du bon troupeau, entre guillemets. Donc, je n'ai pas tendance à me soumettre. Ça va être compliqué. Mais imaginez dans ce monde, entre guillemets, idéal. Vous avez une monnaie qui est programmable, où on vous oblige effectivement à la dépenser. Si vous dites un truc qui ne va pas, vous ne pouvez plus prendre les transports, momentanément. Ou on vous supprime directement vos moyens de paiement. À partir de là, vous ne pouvez plus ni vous nourrir, ni vous déplacer. Vous crevez en silence, hein, tout simplement. On n'a même pas besoin de vous envoyer une équipe. Il suffit d'appuyer sur d'un clic de souris, boum, vous êtes déconnecté. Et ce système s'auto-générera, bien évidemment. Alors, dans le bout du bout, dans ce scénario
absolutiste, hein, qui se déroule déjà. Le crédit social, on l'a en Chine. Hein. J'avais vu un combattant de MMA chinois qui, évidemment, ouvrait trop sa bouche, bah, il ne pouvait plus se déplacer. Hein, parce que tout est connecté avec la reconnaissance faciale, machin, etc. On essayait de le supprimer socialement et économiquement. C'est facile, hein, c'est facile. Donc on va vers ça, et ne me dites pas que c'est oui, c'est les Chinois. Non, la CBDC, elle est développée en Russie également. Nos oligarques, technocrates européens veulent mettre en place la monnaie centrale numérique dès le mois d'octobre. Alors évidemment, rassurez-vous, ils ne vont pas tout verrouiller tout de suite, hein, mais on va vous dire, oh, c'est bien, regardez, investissez dans la monnaie numérique de banque centrale, vous aurez... allez, 5% comment dire, ça va délivrer 5% de dividendes, machin. Ouais, top. Hein. Bah alors après, dans un univers où l'inflation augmente du double, bon, bref, bah, il y a des gens qui vont se dire, ah ouais, c'est génial, j'investis. Hein. Puis en plus, c'est facile, je peux payer, machin, etc. Puis on vous l'implémente petit à petit, progressivement, puis après on retirera le cash. Puis après on vous dira, mais attendez, regardez, aujourd'hui, il faut un ordinateur pour tout. Hein. Si vous déclarez vos impôts, vous avez besoin d'un ordinateur. La majorité des gens se sont habitués à l'ordinateur et à Internet. Voilà, c'est comme ça. Bah, à un moment donné, on vous dit « Comment, t'as pas de smartphone ?» Ouais. Comment t'as pas ton petit implant neuronal qui te permet d'ouvrir les portes de ta petite voiture électrique, de rentrer dans ta petite maison hyper connectée, de pouvoir utiliser les services qui te sont proposés? Oh, bah oui, t'es has-been, mon gars, hein. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans une guerre spirituelle au bout du bout, parce qu'il suffit de comprendre simplement une chose. Lorsque vous n'avez pas votre indépendance, lorsque vous lâchez votre souveraineté, là je parle au niveau de l'individu, hein, au niveau des États c'est déjà le cas. Je veux dire, voilà, on est en situation en Europe, ici, d'être gouverné par une bande de technocrates non élus, et tout est dirigé à Bruxelles. C'est comme ça. Donc, il est où l'idéal démocratique là-dedans? Il n'y en a plus. Hein, voilà. Donc, au niveau personnel, c'est la même chose, c'est la souveraineté. Si vous dépendez du supermarché du coin pour vous nourrir, c'est lui qui a les clés de votre survie, de votre subsistance. S'il vous dit non, bah aujourd'hui, non, tu ne peux pas acheter. Parce que tu as dit une connerie, Macron n'est pas content, machin, boum. Eh bien, vous êtes coincé, tout simplement. Voilà, c'est celui qui tient les rênes de la finance, qui signe le chèque, qui commande. Le jour où vous avez un petit implant neuronal qui vous aura été vendu parce que c'est pratique, c'est génial, l'homme augmenté, machin, puis après on partira de ça pour arriver au moment où bah, c'est obligatoire, hein, parce que voilà, on a besoin de ça. Bah, après, vous êtes dépendant de ça. C'est comme le système médical où vous êtes dépendant des médocs à vie pour certains qui créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. C'est la même dynamique. Et donc, on est effectivement dans une guerre spirituelle, parce que le jour où vous êtes implanté, vous n'êtes plus maître, effectivement, de votre destinée. Vous n'êtes plus maître de vous-même. Et d'un point de vue juridique, ça pose évidemment problème. Hein. Eh oui, parce qu'il y a toute une cascade de conséquences vis-à-vis de ça. Lorsque vous fusionnez avec la machine, lorsque vous fusionnez avec un ordinateur, est-ce que vous êtes encore un homme ou une femme? Est-ce que vous êtes encore un humain? Ah, ouais, ça pose problème. Est-ce que vous n'êtes pas, est-ce que le résultat de vos pensées n'appartiennent pas finalement à celui qui détient, à la corporation qui détient le brevet de votre implant numérique, hein? Regardez ce qui se passe avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a des gens qui créent des trucs, entre guillemets, des œuvres d'art avec un prompt. Aux US, ils ont déjà mis en place une loi qui dit que ce qui a été créé par l'intelligence artificielle ne peut pas être copyrightable par le pseudo-artiste qui a utilisé cette intelligence artificielle. Donc vous avez créé une belle image, elle ne vous appartient pas, vous n'en êtes pas reconnu comme étant l'auteur. Eh bien imaginez, avec votre petit implant, ça va être la même chose. Donc juridiquement, à un moment donné, vous ne serez plus un humain, vous ne vous appartiendrez plus. Voilà. Alors hormis le fait, effectivement, de ne plus avoir votre propre libre arbitre, derrière ça, juridiquement, il y aura mise en place de cadres législatifs qui diront effectivement, bah non, la frontière étant floue entre l'humain et la machine, bah vous n'êtes plus des humains, vous n'avez plus les mêmes droits. On est dans une guerre spirituelle.
Et l'agenda se déroule très très rapidement. Toutes les choses se mettent en place progressivement dans toutes les zones du monde. Alors évidemment, au niveau local, on joue la guerre horizontale. Hein. Les musulmans, les migrants contre la population de souche, boum. Les hommes contre les femmes, boum. Le côté, on va dire, il y a le patriarcat d'un côté, rétrograde, les valeurs traditionnelles, machin, contre le modernisme, l'ouverture, le LGBTisme, etc., les 15 000 genres, hein, voilà. Alors, soit vous êtes recroquevillé sur vos anciennes valeurs, vous êtes un has-been, soit vous êtes dans la modernité, dans l'ouverture, dans machin. Hein, vous faites partie du camp du bien, ou alors vous êtes un débile profond qui refuse les avancées technologiques et le monde merveilleux qui nous est promis par la science, les politiques, les médias, et puis évidemment les corporations. Hein, voilà. Donc tout est comme ça. Et au niveau supérieur, c'est la même chose entre les nations. Hein. La lutte de façade. Oh là là, les musulmans, l'Iran, machin, contre le bloc occidental, l'Eurasie d'un côté, la Russie, bidule, machin, etc. Mais au bout du bout, ils vont tous dans la même direction. Pourquoi? Parce que l'humain reste toujours le même. Voilà, un homme politique, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être réélu, il veut jouir ou posséder le pouvoir. Et quand je dis politique, il n'y a pas que, il y a ceux qui dirigent au-dessus. Lorsque vous êtes à la tête d'une énorme corporation, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous essayez de conserver votre situation de monopole. Donc, vous payez les politiques, hein, vous les utilisez d'une façon ou d'une autre. Ça peut être un petit chèque, ça peut être effectivement une île perdue au fin fond du Pacifique où on a des petits dossiers sur vous parce que vous êtes allé vous amuser avec des gamines. Donc, si on veut pas trop que ça sorte, machin. Ça peut être aussi, effectivement, vous avez un passé un petit peu scabreux. Hein, voilà, vous êtes marié avec un ladyboy, bidule. Bon, si on fait sortir le dossier et on vous tient par les coronesses, tout simplement. Voilà, donc vous conservez votre situation de monopole et vous savez là où vous allez. L'idée générale, l'idée globale étant bien évidemment, comme toujours, l'asservissement de la masse pour que la pyramide continue à rester telle qu'elle est. Ça a toujours été valable dans l'histoire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des moyens technologiques qui sont faramineux. Et on a la possibilité, effectivement, d'obtenir des esclaves qui ne seront plus des êtres humains. Voilà, elle est là la vérité. Et on va tous dans la même direction. Toutes les zones du monde se dirigent vers ça. L'identité numérique couplée à la monnaie numérique, tout ça géré par l'intelligence artificielle, le crédit social et le transhumanisme derrière qui permet effectivement un asservissement total de l'humanité. Voilà, alors si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous m'avez dans cette vidéo, alors là vous vous dites merde, c'était quand même beaucoup plus facile de se dire on descend dans la rue, on va gueuler contre les affreux migrants qui débarquent par bateau et qui nous volent effectivement notre boulot, qui violent nos filles. Bah oui, mais non. Malheureusement, le problème est plus complexe que ça et que effectivement, il y a une responsabilité à un premier niveau, individuelle, mais il y a aussi la responsabilité de comprendre le schéma global pour éviter et arrêter de se faire manipuler. Eh oui, parce qu'à un moment donné, quand on est gilet jaune, qu'on descend dans la rue, qu'on fait le bordel pour obtenir un truc, on se prend un coup de matraque, puis on rentre chez mamie en se disant « bah non, on arrête », qu'est-ce qu'on a obtenu? Bah rien du tout, vous avez servi le pouvoir, tout simplement parce que le pouvoir en place, face à une crise, organisée, instrumentalisée, apporte une solution toute faite. Oh, il y a une déstabilisation de la société. On a la solution. Moins de liberté, plus de contrôle. C'est bien, vous êtes d'accord, hein? Ah oui, enfin, retour au calme. Bah voilà, et on aboutit à un agenda qui accélère parce que ça se resserre de plus en plus. Et puis, bah, vous avez participé vous-même, en n'ayant pas le plan d'ensemble, à l'accélération de cet agenda mortifère. Voilà. Alors, quand on n'est pas là-dedans, quand on a la sensation qu'on va vers un truc qui est quand même pas terrible. Moi, j'ai pas envie d'être une machine, j'ai pas envie de fusionner avec l'intelligence artificielle. Je reste campé sur mes valeurs traditionnelles qui sont relativement simples. Je pense que je suis une énergie incarnée, un être spirituel qui est incarné
ponctuellement, dans une bulle d'espace-temps, de matière, pour faire des expériences et pour grandir d'un point de vue spirituel. Toutes leurs conneries de contrôle, j'en ai rien à foutre, hein. Et dans ce cadre-là, je sais que je suis plongé dans une matrice hyper violente. La vie est violente. Voilà, la vie est difficile, la vie est violente. Pourquoi? Parce que cette confrontation à la matière et à cette violence et à la souffrance que ça procure me permet, moi, de grandir. Quand je me muscle, quand je veux travailler ma force, quand je veux la développer, eh bien, je me confronte à la matière, je me confronte au poids, je me confronte à la gravité et à la difficulté de certains exercices. Et j'en ressors grandi. Voilà, il faut savoir doser. Le système est exactement conçu de cette façon-là. Donc, j'accepte, effectivement, dans ce cadre spirituel, j'accepte d'être dans une forme de guerre spirituelle où je dois me positionner, accepter la douleur, la souffrance et la difficulté pour grandir. Voilà. Donc, je rejette effectivement la facilité de façade qui m'est proposée par ce monde moderne qui ne cherche qu'à m'asservir. L'équation est simple. Et quand je parle effectivement de spiritualité, eh bien, c'est pas un truc de bonne femme. Là, vous avez bien compris en démontant et en détricotant tout le système et ce que j'entrevois comme étant le plan global, vous avez bien compris qu'on n'est pas effectivement dans un truc un petit peu, vous savez, non-violence, haroum, haroum, hein. Il faut quand même savoir faire la part des choses. Moi, j'ai une vision qui est plus, on va dire, coup de poing de la spiritualité, hein, parce que de toute façon, quand l'on regarde les textes anciens, quand on se donne la peine de les lire, eh bien, on comprend mieux, effectivement, l'évolution, en plus, des religions, hein. Et évidemment, quand on est plongé dans une matrice violente comme celle-ci, la spiritualité est intimement liée avec l'esprit du guerrier. Et moi, je vous invite, effectivement, comme cette gamine, à faire ressortir et rejaillir le guerrier ou la guerrière qui est en vous pour vous positionner. Il faut sortir les crocs, il faut sortir les armes. La violence, c'est juste un outil, quelque part, hein. Le monde est violent. Vous-même, vous devez utiliser la violence. Attention, j'appelle pas à la violence, hein. Chacun, moi, encore une fois, hein, dans ces vidéos, je ne donne aucun conseil. J'essaye de faire réfléchir. Le monde est violent, vous devez vous faire violence. La violence, elle s'exerce contre vous-même déjà pour répondre à certaines questions, affirmer vos prérogatives, vous positionner. Et puis, voilà, on va pas aller au-delà de la démonstration, je pense que tout le monde m'a compris. Mais effectivement, il ne s'agit pas de rester à un premier niveau d'analyse, il faut comprendre tous les tenants et les aboutissants, il faut comprendre comment la matrice, comment tout ça est organisé et comment on est soi-même manipulé, parce que en laissant libre cours à ses émotions et en faisant des choses idiotes parfois, hein, voilà, on est manipulé tout simplement, puis on sert le système. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. C'est toujours intéressant. J'espère à travers ces vidéos vous faire réfléchir à certains concepts, vous faire surtout réfléchir à vous-même, à votre positionnement, vous faire réfléchir à ces fameuses lignes rouges qu'on ne peut pas laisser franchir à un moment donné, hein. Et voilà, il faut se positionner. On peut toujours louvoyer, on peut toujours... L'art de la guerre, c'est effectivement ça. C'est effectivement être capable de faire preuve de souplesse. Mais c'est capable également de ne rien faire, parfois, ou de sembler reculer. Mais il faut aussi être à certains rendez-vous, des rendez-vous qu'il ne faut pas rater, hein. C'est-à-dire, il y a un moment, la ligne rouge, si elle est franchie, c'est trop tard. Si vous la laissez être franchie, le retour en arrière est beaucoup plus difficile. Voilà, écoutez, j'attends votre retour avec impatience. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je vous dis à plus.